Mais il y a une question écrite pour Jacques Chevalier de Virginie Aubray qui demande de quel rapport du Conseil d'État il s'agit. Tu as parlé d'un rapport du Conseil d'État. De quel rapport s'agit-il? C'est le rapport du Conseil d'État sur la citoyenneté. C'est le rapport de 2018, page 54, si vous voulez la référence. Rapport très intéressant parce que le Conseil d'État, le Conseil d'État, fervent défenseur du modèle français d'État, estimant finalement que le bien commun dégagé en dehors de l'intérêt général et de l'État est une très bonne chose. Donc je trouve ça tout à fait intéressant et significatif. Alors, juste un mot suite à l'intervention de Joël. Cette question, avec Gilles, on s'était posé assez tôt dans nos travaux. C'était est-ce qu'il faut être propriétaire pour créer un commun? Est-ce qu'il faut apporter, ça peut être pas obligatoirement une propriété matérielle, monétaire, mais est-ce qu'il faut avoir quelque chose pour faire partie d'un commun? Est-ce qu'on peut demander à faire partie des communs sans rien apporter? Et ça me paraît une question aussi importante. Voilà. Alors, il y a aussi, nous, enfin, dans les Creative Commons, on s'était posé aussi la question il faut ouvrir tout. Regardez, par exemple, actuellement, quand certains organismes qui sont pour l'open, sur l'Internet, etc., il faut ouvrir à tout le monde. Tout le monde, est-ce que c'est aussi les gens comme Google ou etc. qui eux en fait, c'est complètement asymétrique parce qu'on sait très très bien qu'ils vont se nourrir de tout ce qui est apporté. Et quand les chercheurs français, notamment, demandent à éventuellement avoir quelques données chez Google, ils n'ont rien. Enfin, je veux dire, le problème, c'est jusqu'où va le don? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un échange? Est-ce qu'il faut une réciprocité, etc. Pour moi, ce sont des questions intéressantes. Quant à la démocratie, dans le colloque qu'on avait fait, quelqu'un était intervenu en disant les communs, ce n'est pas démocratique. Le fonctionnement de beaucoup de communs n'est pas démocratique. Et ça serait donc intéressant de voir ça aussi. Est-ce que nos organisations, nos institutions, nos constitutions sont indépassables dans le long terme? Est-ce que la spontanéité des communs résout cette question de l'institutionnalisation? Alors, en ce qui concerne cette seconde question, tout dépend de ce qu'on appelle démocratie. Je crois que c'est un peu là le problème. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai l'habitude de distinguer la forme constitutionnelle du régime, qui correspond à l'état de droit, de sa forme, je dirais, populaire, c'est-à-dire ce régime qui repose sur le fait que le peuple prend part au gouvernement, ce qui est la définition de Tocqueville. Et donc, j'étais toujours très intéressée par la dimension participative de la démocratie, dimension participative dont Sandra Loger avait parlé hier en disant finalement chacun est le meilleur juge de ses intérêts et si je suis quand même la personne la mieux placée pour savoir si la chaussure qui est à mon pied me va ou pas. Et c'est une phrase qu'on trouve chez Jefferson d'ailleurs. Donc moi j'aime bien Jefferson, mais dont Dewey s'est beaucoup inspiré d'ailleurs. Et donc cette démocratie-là, elle est pas institutionnelle. Enfin, je veux dire, c'est pas ce que Dewey appelait la machinerie politique dont il s'agit exactement. C'est plus exactement ce qu'on pourrait appeler une culture démocratique, c'est-à-dire l'ensemble des habitudes qui nous font préférer en quelque sorte l'autogouvernement au fait d'être dirigé par un maître. Alors, je vais très vite, mais et je pense que ces habitudes, elles vont se loger aussi bien, elles peuvent se loger idéalement aussi bien à l'hôpital, dans l'église, dans la famille, sur le lieu de travail, dans les champs, à l'usine, etc. À l'école, bien sûr. Donc, on voit bien que et donc la démocratie qui serait que politique serait une démocratie morte en fait, enfin, c'est-à-dire nominale et finalement extrêmement fragile et susceptible de se casser la figure à tout bout de champ, ce qu'on est les grands spécialistes en France. Donc je pense que quand on dit démocratie, ici, il faut peut-être justement prendre en considération ces aspects. Et je crois qu'il y a quelque chose dans la vie commune, dans la communauté, au sens où le commun, enfin la communauté, après, je n'ai pas du tout de vision économiste ou juridique des communs, ou pas exclusivement, mais je pense que ce qu'on appelle la communauté, par exemple dans le monde anglo-saxon, n'a rien d'identitaire ou d'ethnique. La communauté, c'est le groupe que nous formons lorsque nous désignons ensemble, nous faisons advenir quelque chose de commun. C'est-à-dire que
le bien commun, si tant est qu'on puisse parler d'un bien, ou le potentiel commun, ou la compétence commune, est le produit de l'association entre des individus, et non quelque chose qui serait donné à l'avance et auquel les individus, un par un, adhéreraient. Moi, je pense que c'est ça la démocratie. Donc, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas qu'il y ait un hiatus entre démocratie et commun. Et très rapidement, sur la première question concernant la propriété, je crois qu'il y a plusieurs régimes de propriété, que la propriété issue du Code civil napoléonien est hors de question, elle est complètement hors sujet concernant les communs, d'une part, que si on parle de propriété commune, il faut vraiment la distinguer de la propriété collective, qui est toujours une propriété étatique ou de type étatique en fait, et que cette propriété commune, c'est une propriété qui peut-être serait peut-être mieux exprimée dans d'autres termes. En particulier, moi je l'avais rencontré en travaillant sur la question de l'agriculture dans la démocratie au champ, qui serait mieux exprimée par le droit d'occuper. Je pense que l'appropriation et l'occupation on en visite des quantités d'exemples aujourd'hui, mais qu'il y a dans l'occupation le fait d'occuper une dimension de s'occuper d'eux, qu'il n'y a pas du tout dans la propriété, parce que de toute façon, historiquement, ceux qui ont approprié la terre ne l'ont jamais cultivée, ils ne sont jamais occupés, ce qui a été le drame signalé par Marx de la paysannerie française au moment de la Révolution. Et pareil au Brésil, pareil en Australie, pareil aux États-Unis, etc., etc. C'est-à-dire le latifundisme, évidemment, un régime de propriété qui supprime l'autogouvernement et le commun, la terre comme jardin partagé. Donc, il me semble qu'effectivement, on peut peut-être imaginer autre chose que la propriété privée pour penser les communs, que je ne vois pas. Bon, après, je ne suis pas du tout juriste ou économiste, mais je ne vois pas très bien comment on pourrait concilier notre conception traditionnelle de la propriété avec disons en tout cas le jardin partagé. Je ne vais pas parler de tous les communs. C'est pareil pour les langues, si vous voulez. Peut-être que l'Académie française est propriétaire de la langue française, mais en réalité, ce n'est pas comme ça que marchent les langues, comme il en a été question à propos des notions communes, des langues communes. Une langue commune, c'est une langue qui, comme par définition, est susceptible d'être retravaillée par les usages individuels qu'on en fait. Il n'y a pas deux personnes qui parlent de la même manière. Il n'y a même pas deux personnes qui ont la même voix, alors que c'est la même langue. Donc la langue, on ne peut pas dire qu'on l'approprie, si vous voulez. On peut pas, je pense que c'est des... Oui, je voulais dire par rapport à la propriété, le régime même de la propriété est en train de changer. Ça a été évoqué par Jean Saville quand il a parlé du bundle of rights. En fait, on assiste à un démantèlement du droit de propriété, et notamment dans les communautés numériques, où le droit, par exemple, le droit la possibilité de transmettre quelque chose uniquement ou d'offrir une œuvre, mais qu'on peut changer ou pas changer, ce qu'on appelle les œuvres dérivées, est-ce qu'on peut remixer, il y a différentes possibilités. Et même le droit de propriété est en train de changer. Alors, je ne sais pas si c'est sous le coup des communs, mais je pense que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, peut-être, oui. Peut-être. Je voulais juste faire une petite remarque, Daniel, et sous forme de question également. Alors, vas-y. Je suis toujours fasciné par les derniers moments d'un colloque, où finalement il y a des questions absolument fondamentales qui émergent, comme s'il y avait une sorte d'urgence à les traiter de façon ultime. Et ce sont évidemment des questions très passionnantes, ce qui nous donne envie peut-être de faire un autre colloque sur le commun, dans lequel ces questions seront enfin traitées de façon très approfondie. À la fin ou au début? À la fin, certainement d'ailleurs. Et en fait, je voulais revenir sur quelque chose qui me tient assez à cœur, bien que c'est une chose qui ne manque pas de m'intriguer profondément. C'est cette notion d'esprit du commun. Puisque nous avons beaucoup de littérature, de réflexion sur les procédures, les règles, éventuellement même presque des contrats, qui pourraient lier des personnes engagées dans une dynamique de commun. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez difficile à cerner, que l'on pourrait appeler l'esprit du commun. Et un des aspects de cet esprit du commun qui m'intrigue beaucoup, sur lequel il serait intéressant de réfléchir peut-être un jour de façon plus approfondie, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été évoqué par Joël,
Cette idée qu'à la fois, lorsqu'on s'engage dans une dynamique de commun avec d'autres, on est dans une attitude qui peut paraître un petit peu paradoxale, en un sens, de à la fois rester dans une posture d'individualité, on pourrait même aller jusqu'à dire d'individuation, puisque l'individu continue son processus d'individuation, même lorsqu'il est dans le commun, et en même temps de don, ce qui suppose que l'on renonce à un individualisme. Donc, c'est une attitude assez étrange, en un sens, où à la fois on reste soi-même en tant qu'individu, parce que sinon on peut tomber dans l'écueil des communs holistiques, où l'individu est écrasé en quelque sorte par le collectif, et en même temps on renonce à quelque chose de sa propriété, de son avoir. Et voilà, il y a une dialectique assez subtile. Peut-être que Joël ou d'autres ont des lumières là-dessus qui pourraient m'éclairer pour terminer en fait ce colloque. Bon, alors la parole est libre. Oui. Qui veut prendre la parole? Moi, j'avais juste une dernière petite, disons, une question qui n'a pas été abordée. On a beaucoup parlé, on a parlé du Covid, on a parlé de la question du renforcement de la présence de l'État, de l'autorité de l'État qui se construit à travers l'irruption de la rationalité de la sécurité sanitaire qui prend le pas sur toutes les autres. Mais il y a derrière, un peu comme l'arbre qui cache la forêt, il y a un autre débat extrêmement intéressant qui me semble toucher vraiment la question des communs, c'est toute la question des biens dits non essentiels. Et il me semble que là, il y a un arrière-plan sur lequel nous pourrions peut-être, moi je serais heureux d'avoir quelques éclairages ou quelques réflexions sur la manière dont justement la dimension du commun est, on peut dire, presque obérée par le fait d'estomper finalement toutes ces questions ordinaires qui sont ce qui a été considéré comme des activités non essentielles ou des services non essentiels. Voilà. Donc c'est quelque chose qui me semblait intéressant et peut-être, mais voilà, peut-être que vous avez une ou deux idées sur cette question. Ce sont les biens de survie, la survie biologique, visiblement, aller au travail pour gagner sa vie, aller dans les magasins d'alimentation, etc. Non, excuse-moi Daniel, c'est pas ça que je voulais dire, c'est le fait que tout d'un coup il n'y ait plus de livres, tout d'un coup il n'y ait plus de cérémonies religieuses, tout d'un coup il n'y ait plus d'artistes, d'activités artistiques, et au fond elles deviennent toutes subsidiaires ou accessoires par rapport à la question de la rationalité. Ça a été évoqué aussi dans les interventions sur le sens de la vie, bien sûr, mais c'est ça que je voulais évoquer. Voilà. Parce qu'il y a eu tout un débat, on en parle comme si c'était des revendications catégorielles, mais en fait ça va beaucoup plus loin, elles sont beaucoup plus importantes. Là, tu ouvres une troisième journée qui n'était pas prévue. C'est bien, c'est bon signe. Ouais. Vas-y, Jacques. Je voudrais revenir d'un mot sur la question de l'institutionnalisation des communs. On l'a évoqué à plusieurs reprises, Élodie Bertrand encore. Ça me paraît quand même problématique, l'institutionnalisation des communs, pour plusieurs raisons. D'abord, ça impliquerait une troisième voie, un troisième secteur. On revient sur la logique d'un troisième secteur entre le marché et l'État. L'institutionnalisation des communs serait ça. Et c'est aussi l'idée qu'il y aurait un modèle de commun qui serait transférable d'un commun à un autre. Or, justement, il y a une dynamique des communs qui implique autre chose, qui implique une dynamique vivante, des procédés spécifiques par différents secteurs d'activité et d'intervention. Donc, croire qu'il y a un modèle transférable d'un commun à un autre me paraît très, très discutable. Donc, parler d'institutionnalisation des communs me paraît une voie quand même assez discutable et voire aléatoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être ouvrir un débat sur cette question qui me paraît… Moi, je vois plutôt le commun comme un ferment d'innovation qui traverse l'architecture sociale tout entière, plutôt que figé dans un dispositif institutionnalisé. C'est un débat qu'on a eu pendant longtemps. C'est pas obligatoirement des schémas reproductifs, ce serait qu'un commun qui marche bien, à un moment donné, ne faut-il pas l'institutionnaliser? C'est ça la question. Je crois que Daniel, Joël voudrait s'exprimer. Oui, non, je voulais juste rajouter 2-3 petits mots. En fait, je pense que concernant l'institutionnalisation, enfin, tout dépend. Il y a évidemment
plusieurs niveaux d'institutionnalisation et on peut imaginer disons des institutionnalisations globales, un mouvement. Et quand on étudie les jardins partagés, c'est très intéressant parce que ils ont déjà les termes qui désignent leurs institutions sont assez variables, suivant les langues et les époques, conventions, chartes. Il faut toujours adhérer à une charte quand même. Et cette charte, elle est préexistante pour les nouveaux venus, mais en même temps, elle est toujours un mandat par les nouveaux venus. C'est vraiment un document qui va évoluer en même temps que le jardin, en fait, et qui a cette souplesse législative, si on peut dire, que n'a pas du tout l'institutionnalisation à beaucoup plus grande échelle. Et en général, par exemple, ça c'est régulier. Quelqu'un qui a accès à un lopin, mais qui ne va pas le cultiver, il sera exclu du jardin. Après, concernant, je dirais, la question de disons de la porosité ou de la propriété, ce qu'on voit, alors je reviens au jardin partagé, mais en fait on pourrait étendre à bien d'autres exemples. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est des jardins qui sont fermés en fait. C'est fermé parce qu'il faut les protéger des prédateurs, des dégrades, de toutes sortes d'accidents qui pourraient leur arriver. Mais cette fermeture n'implique pas une appropriation en fait. Cette fermeture est aussi une convention. Il y a des heures d'ouverture, il y a des heures de fermeture. Mais ça, c'est un peu comme dans les jardins publics, en fait. Et donc, on est peut-être dans du semi-privé, semi-public, j'en sais rien. En tout cas, c'est une zone intermédiaire. Mais le fait de fermer, de ne pas donner l'accès à, ou de réguler l'accès, n'implique pas une appropriation, de toute façon. Pas une appropriation classique. Et donc là, on voit qu'il y a une compatibilité entre réguler l'accès, en fonction des situations, des contextes, et en même temps, par exemple, le seigneur, quand il arrive dans un village, il ne met pas le pied à terre, il n'est pas chez lui. Et il n'a pas de lopin, donc il peut pas. Enfin, je veux dire, je parle de l'époque féodale, hein, donc il y a vraiment oui, excusez-moi, je saute d'une époque à l'autre. Et puis aussi, je pense que pour la question de l'individualité, moi, ça me semble très important de valoriser, effectivement, dissocier individuation ou individualité et individualisme, d'une part, mais en même temps de remarquer qu'il n'y a de commun que dans la mesure où il est constitué par des individus, mais les individus ne peuvent apporter une part au commun que s'ils ont quelque chose en propre. Et ce qu'ils ont en propre est quelque chose qu'ils vont auto-développer en quelque sorte par l'intermédiaire de leurs expériences qui ne sont possibles que dans la mesure où les groupes auxquels ils se trouvent liés mettent à leur disposition un certain nombre d'outils, de ressources, de biens, etc., ne serait-ce qu'une langue pour commencer. Et donc, on voit bien que disons que le lopin individuel, il est nécessaire pour que l'individu ait quelque chose à donner au groupe ou aux autres, si vous voulez. Sinon, il sera sec ou mort ou déficient ou en souffrance. Donc, il me semble que justement, la relation entre individualité et communauté, elle est constitutive en fait, et il y a aucune, à ce niveau-là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de tension en fait. Est-ce que je peux intervenir puisque mon intervention s'appelait institutionnalisation du commun? Qu'est-ce qui passe? Vincent Pupin, oui. Oui. Voilà. Moi, il me semble quand même que partir du principe qu'on ne peut pas institutionnaliser le commun, ça me paraît incroyable vu l'histoire qu'il y a des communs. Les marais, les béalières dans les montagnes, il y a tout un tas de communs qui ont été institutionnalisés au sens où il y a eu des règles qu'on régit. Des fois, c'était que des règles orales, mais il y a des traces de règlements communs autour de réalités que partageaient des gens en milieu ouvert. Donc, après, je pense que la difficulté vient que quand on pense institutionnalisation, on pense à l'État ou aux collectivités. Donc, on pense à une institution qui n'est pas de même nature. Est-ce que, voilà, moi, j'entends institutionnalisation par se donner des règles communes pour agir ensemble sur un objet qui nous rassemble. Qu'est-ce qui veut répondre à cette question? Gilles, je pense que tu as envie là, non? Non, je pense que cette question s'adressait plutôt à Jacques, me semble-t-il. C'est-à-dire, je pense que tout à l'heure, il a émis une réaction sur une sorte d'inquiétude sur l'idée d'institutionnalisation d'un commun. Je pense qu'il y a entre les communs et peut-être, avant de passer la parole à Jacques, mais entre les communs, c'est-à-dire finalement ce dont vient de nous parler Vincent Pupin, c'est-à-dire des processus assez institutionnalisés, et puis la dynamique du commun, quelque chose qui va rentrer, traverser les marchés, traverser l'État, le transformer,
modifier, on va dire, les représentations anthropologiques, peut-être recosmiser, etc. Et surtout changer la manière dont fonctionne l'État et le marché. Je pense que c'est deux choses différentes et complémentaires. Et je pense que il me semble, quand j'entends Jacques qui s'inquiète un peu de l'idée d'institutionnalisation, c'est par rapport à cette espèce de dynamique traversante. Quand j'entends Vincent qui nous parle des estives dans le Haut-Béarn qui existent depuis le haut Moyen-Âge, je pense que c'est une deuxième question et c'est complémentaire. Quoi. Rien ne se pose maintenant. Je ne sais pas, Jacques, si... Oui, non, mais tout à fait d'accord. Je me méfie beaucoup de l'institutionnalisation du commun. Mais Voilà. en revanche, les communs qui ont été créés avec des règles de gouvernance particulières, qu'ils s'organisent dans la durée, ils s'institutionnalisent effectivement. Mais c'est des institutions partielles. Ce n'est pas l'institution du commun en soi. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Si Macron nous dit demain le commun c'est moi, là je pense que nous pourrons nous inquiéter. Bon, vas-y. Sylvain, tu as quelque chose à dire, non? Je serais tout aussi inquiet s'il disait l'État, c'est moi. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore pas de questions rentrées Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de pistes qui ont été ouvertes et on n'a pas le sentiment. Moi, je suis toujours très attentif à la fin d'une initiative. Est-ce qu'on a envie de recommencer ou est-ce qu'on est absolument exempt? Je trouve qu'on est plutôt, personnellement, je suis plutôt dans l'état d'esprit d'avoir une furieuse envie de recommencer. Emmanuel, est-ce que tu veux intervenir? Non, je reste fasciné par cette discussion sur l'institutionnalisation. Il me semblait que ça allait de soi. Et je me rends compte que ça ne va pas de soi, donc c'est quelque chose qu'il faudra sans doute rediscuter. Et il me semble tout à fait important de situer avec précision les communs par rapport à l'intérêt général, au bien commun et au bien public, tels que les économistes les abordent. Donc, cette dernière table ronde a abordé des questions tout à fait essentielles. Donc, un grand merci à tous les orateurs et participants.